On le dit souvent, le génie n'a pas d'âge. Simplement, Sarah Florence, Égypte le confirme. Bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir C'est un, et merci de m'avoir invité. c'est un plaisir de t'accueillir. Déjà, tu es très à l'aise et ça promet. Premier pas, c'est le tout premier recueil de poèmes qui est le tien. À seulement 16 ans, tu as 16 ans aujourd'hui, on peut le dire. Comment est-ce que finalement on se retrouve embarqué dans des choses de grands alors qu'à un moment donné, lorsqu'on est en quatrième, on est quand même un peu enfant encore. Bon, ça dépend de l'environnement dans lequel tu grandis. Moi, par exemple, j'ai grandi au milieu des livres, donc c'est tout à fait normal que j'ai pu développer un esprit littéraire et voulu aussi me lancer pour voir ce que ça donnait. D'ailleurs, dans la première partie du livre, du moins au niveau du mot de papa, il fait savoir que, il fait savoir simplement que le livre, c'est ce qu'il y a dans ta chambre régulièrement. Alors, comment est-ce que on vit tout cela dans cet environnement-là? C'est bien vrai que c'est pas facile parce que je peux avoir au moins Vas-y, continue. 3 à 5 livres par jour à lire et à donner le compte rendu. 5 livres. Et c'est comme ça depuis quel âge? Depuis que je suis à la maternelle, Hmm. oui, mon père a initié à cela. Oui. A fait des comptes rendus de lecture. Oui. Alors vous avez dit que, enfin tu as dit, hein, je vais vraiment te tutoyer parce que c'est le grand frère aujourd'hui qui parle. Moi, je suis suffisamment impressionné. Est-ce tu as lu 89 livres exactement? Oui. C'est énorme quand même pour. Alors, est-ce qu'il y a une méthode lorsqu'on est enfant pour se mettre à la lecture et aller finir des livres? Bon, selon moi, c'est quand tu as mon encadrement. Hein. Moi, c'est mon père qui a tout fait pour moi. C'est que je ne serais pas où j'en suis là. S'il ne m'avait pas initié dès le bas âge à la lecture, je n'en serais pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu avais envie d'écrire lorsque tu as décidé de te lancer? Bon, les premiers écrits que j'ai eu à faire, c'était une petite histoire que j'avais montrée à mon père. Il avait beaucoup apprécié. Mais un jour, je me suis dit, L'histoire parlait de quoi déjà? je ne peux plus m'en souvenir, j'étais tellement jeune. Oui. Ensuite. Et ensuite, j'ai eu à assister à beaucoup de dédicaces, surtout des auteurs qui écrivent des poèmes. Je n'ai pas eu trop la chance d'assister à la dédicace d'un roman. C'est plus la poésie. Et je me suis dit, Sarah, pourquoi toi aussi, tu ne pourrais pas te lancer dans ça? Essaye aussi pour voir ce que ça donne. Les premiers textes que tu écris, c'est ça ou bien on n'est pas sûr, on écrit et on efface? Le premier texte que j'ai écrit, c'était à l'âge de 8 ans. 8 ans. En poésie. Oui. C'était dans le cadre familial. Des textes pour papa, pour maman. Alors, déjà le nom, il est assez impressionnant. Sarah Florence, Égypte. À l'intérieur du recueil, il était question pour toi d'abord de chercher à comprendre l'histoire autour de l'Égypte. C'était une quête. Et finalement, tu as pu trouver les réponses à tes questions. Alors, comment est-ce que tu as d'abord démarré ta quête? Pourquoi tu commences à te poser des questions sur la signification ou bien sur la charge symbolique de l'Égypte? C'est à cause des écrits, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont vraiment étonnées du nom Égypte. Je me suis posé des questions à savoir, Égypte, quelle est la source de ce nom? Pourquoi est-ce que mes parents l'ont choisi pour moi? J'ai donc commencé à faire des recherches sur le pays en me disant que peut-être c'est là-bas, mais je ne suis pas trop sûre que c'est ça. Et aujourd'hui, tu as des réponses un peu plus complètes Oui. sur l'Égypte. Par quel livre tu as pu avoir les réponses en question? J'ai mon oncle qui m'a offert l'encyclopédie de l'Égypte. Il doit avoir au moins 1000 pages. Déjà achevé? Non, je suis au milieu. On y va doucement, doucement. D'accord. À l'intérieur de ton recueil de poèmes, vraiment, tu parles de tout?
parle de la question de l'amitié, la sincérité de l'amitié. D'un côté, tu as une amie qui t'a oublié, Mhm. euh, qui du jour au lendemain a changé, s'assoit désormais au dernier banc, euh, utilise le camp franglais. Alors, lorsqu'on est une enfant, comment on vit ce type d'expérience? Une amie qui nous oublie du jour au lendemain. Parce qu'on aimerait bien entrer dans cet univers-là. C'est pas facile à porter. Je ne pensais pas que du jour au lendemain, comme ça, elle pouvait changer. Hmm, Ça doit être vu à la mauvaise compagnie. oui. À l'école, c'est pas évident, il y a beaucoup d'influence. Oui, Comment est-ce qu'on fait beaucoup. pour rester focus sur ses objectifs pendant qu'il y a tout cela autour de nous? Ça dépend de l'environnement dans lequel tu grandis. Si tu grandis dans un environnement où tes parents prennent soin de toi, t'encadrent bien, finalement, tu seras sur le droit chemin. Hmm. Par contre, d'autres parents qui ne prennent même pas le temps de s'asseoir pour discuter avec leurs enfants. Je pense que c'est ça. Donc tous les soirs, les parents discutent avec... Oui, on s'assoit, on discute, on parle beaucoup. Vous parlez de quoi, par exemple, lorsque vous êtes en famille? La rentrée scolaire, c'est bientôt. Avec papa et maman, lorsque la rentrée scolaire s'annonce, est-ce qu'il y a une concertation familiale, un échange sur quoi, par exemple? Nous, on est sur nos projets futurs, ce qu'on veut faire plus tard, nos ambitions, nos rêves et tout ça. Hmm. Et ça se passe bien. À côté Mhm. de l'amitié, il y a aussi l'amour qu'on voit à papa. Papa est carrément un modèle. Passera à l'intérieur. On parle de lui, on dit c'est le grand protecteur. Donc c'est d'ailleurs la phrase que j'ai. Qu'est-ce que les enfants attendent des parents? D'abord de maman, qui apparemment, c'est difficile de négocier avec elle, d'après le livre. Mais c'est une femme très, très compliquée. Un caractère très compliqué, mais à l'intérieur, c'est une femme très, très douce. Mhm. Mais les mamans, ça doit crier, les mamans, ça doit observer, ça veille à ce qu'on ne se trompe pas. Mhm. Et donc finalement, on peut comprendre que la maman soit... C'est peut-être la façon pour chaque maman de manifester son amour. Il y a aussi une chose. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas la langue, on va dire la langue nationale, la langue maternelle? Dans l'un de tes poèmes, tu décris un peu ça comme une langue un peu étrange. J'ai grandi avec ma grand-mère, la mère de ma mère. Hmm, Et ma mère est une bétine étonne. hmm, Donc, j'ai grandi avec la langue étonne. C'est plus tard, vers mes 10 ans, que je me suis un peu découverte du côté de papa. hmm. Mais jusqu'à présent, c'est compliqué, je n'arrive pas. Est-ce qu'on parle letton? Un tout petit peu. Oui. La langue maman. Et papa est souvent content Oui, il est content. de t'écouter parler parce que généralement les papas ils estiment qu'il faut parler forcément sa langue. Non, lui ne me force pas à le faire. Hmm, Il va avec moi pas à pas. oui. Donc on a encore pour ambition d'apprendre. Mhm. À côté de ça, il y a beaucoup d'admiration pour vos papas quand même. Lorsqu'on a un papa qui est éditeur, lorsqu'on a un papa qui est poète, on a envie de lui montrer qu'on est aussi capable de faire soit comme lui, soit mieux que lui. Est-ce qu'on a l'ambition de le devenir demain un peu plus grand? Mon objectif en ce moment, c'est de le surpasser. Hmm, Je lui avais fait comprendre cela. Je lui avais dit, papa, un jour, je serai au-dessus de toi. hmm, On ne va plus me voir comme la fille de Monsieur Aron. hmm. On va au contraire me reconnaître par mon nom. Oui. Par ton nom personnel. Oui. Hmm. Ça commence très tôt. Cette année, tu vas en quelle classe? Première. En première. Déjà en première. Est-ce qu'on a le temps, lorsqu'on écrit et lit beaucoup, de jouer comme un enfant? Mhm. Qu'est-ce qu'on fait par exemple en dehors des livres? Je passe du temps avec ma petite sœur. Hmm. On s'amuse beaucoup.
On fait beaucoup de folies ensemble. Oui. Il vous arrive souvent de mettre la musique avec le téléviseur, À d'oublier le fond. voisinage. Alors là, vraiment, on est une enfant. Mhm. Alors, c'est quoi, ça fait quoi d'avoir une petite sœur qu'on aime beaucoup? Parce qu'apparemment, d'après ce qu'on constate, tu aimes bien ta petite sœur. Beaucoup, énormément même d'ailleurs. Je l'adore. Hmm. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, les illustrations du livre, c'est elle qui les a faites. Oui, c'est vrai, entièrement. On n'a pas eu besoin de retoucher, rien du tout. Ouais, non. Par contre, elle, on a l'impression qu'elle n'aime pas beaucoup lire. Bien sûr, Elle aime lire ou pas du tout? elle lit beaucoup même. Hmm. Elle aussi, un matin, elle s'est levée. Elle m'a dit, Sarah, je vais être comme toi. Elle a déjà écrit 2 livres. Elle a déjà écrit 2 livres. 2. Hmm. Ça, c'est intéressant. Quel est ton rapport avec le numérique? L'ordinateur de papa, c'est un texte qui fait référence Oui, au à fait qu'on cette, embrasse quand même cet univers-là. Comment est-ce qu'on fait pour se prémunir, pour éviter les pièges d'Internet? à cette époque-là, mes parents n'ont pas voulu que j'ai un rapport avec Internet. Ils Hmm. voulaient d'abord que je fasse mon brevet d'études. Oui. J'utilisais donc l'ordinateur de travail de papa Dans la chambre. dans la chambre. Hmm. Il fallait juste consulter les données et c'était tout. Oui. Aujourd'hui, tu as un téléphone portable. Comment est-ce qu'on arrive à... C'est même pendant les classes, on a accès à son téléphone ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Juste pendant les vacances. Oui. Si tu as en face de toi beaucoup de jeunes de ton âge, quelles sont les méthodes à utiliser pour d'abord aimer la lecture? Comment est-ce qu'on fait pour aimer la lecture et qu'est-ce qu'on gagne en lisant régulièrement? Pour les jeunes, je vais être honnête, on ne peut pas les forcer à aimer la lecture. Hmm. C'est une expérience que j'ai vécue à l'école. Malgré mes essais, on ne peut pas. Ça dépend du cadre dans lequel tu es. Comme moi, par exemple, depuis toute petite, on m'a initié à la lecture. Hmm. D'autres, pas du tout. J'ai essayé de les initier, mais sans succès. Qu'est-ce qui les intéresse le plus? Internet, les réseaux sociaux, les sorties et tout le reste. Hmm. Et toi un peu moins Oui, les sorties. Qu'est-ce qu'on gagne finalement en lisant beaucoup tous les soirs? beaucoup de connaissances. Hmm. On embrasse le monde, hein? On s'ouvre et on lit. Est-ce qu'on s'ennuie pas? Est-ce que lire, c'est pas finalement ennuyeux un peu? Rester dans son coin avec un livre? Légèrement. Mais quand tu ajoutes un peu d'imagination, tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'en dehors des poèmes, est-ce qu'on a déjà pensé à écrire une histoire entière? J'en ai déjà écrit une, Mhm. achevée. Achevé. Oui, en ce moment, il est chez mon éditeur en correction. La correction. D'accord. On va donc attendre que le livre soit totalement bouclé pour en parler un peu. Oui, mais entre-temps, j'ai achevé un deuxième recueil de poèmes qui va bientôt paraître. Oui. Également, toujours concernant l'amour pour les parents, l'amitié. Là-bas, c'est différent. Là-bas, bon, on attend aussi ou bien on peut en parler? Ça dépend de vous, hein. Alors, le prochain recueil parle de quoi? Là-bas, peut-être on n'est plus forcément en quatrième, donc on n'a plus les poèmes des enfants de quatrième. Non. On a un peu plus grandi, on a gagné un peu en maturité. Là-bas, on parle de quoi? Là-bas, ça parle de... Comment je vais dire ça? Vous savez, de nos jours, on rencontre des situations pénibles et de belles situations. Mon livre est divisé en 2 parties. La première partie qui dégage tout ce qu'il y a de mauvais sur ce monde. Et la deuxième partie, ce qu'il y a de bien. Bien et le mal. Bien et le mal. Ça se côtoie un peu. Est-ce qu'on va régulièrement au village? Pas beaucoup. Papa est chef traditionnel. Si on se dit qu'un de ces quatre
la responsabilité de papa pourrait avoir une certaine influence sur nous. C'est possible. Parce que quelque part dans le recueil, on a comme l'impression qu'on dit, ok, peut-être que les terres, on ne sait jamais. Peut-être demain, on pourra devenir chef, également comme papa. Qu'est-ce que les enfants doivent faire pour être toujours bien vus par leurs parents? Est-ce que vous avez bien conscience que généralement, les parents attendent que les enfants se comportent d'une certaine façon? Mhm. D'après moi, c'est tout d'abord leur montrer beaucoup de respect, leur obéir et aussi avoir de bonnes notes à l'école. Oui. C'est un travail plutôt simple, hein? Mais il y a des enfants qui ne le font pas, qui se comportent autrement à l'école. Alors finalement, quand tu as un camarade, parce qu'il y a d'un côté une amie qui s'est mal comportée, mais il y a de l'autre côté une amie que tu aimes bien, qui représente énormément. Est-ce qu'il est important d'avoir des amis à l'école? Parfois oui, parfois non. Oui, pourquoi? Oui, parce que tu peux te sentir très seul en classe. Le fait de voir les autres discuter et toi tout seul de ton côté, ça fait quelque chose. C'est pas facile à supporter. Oui. Et non, pourquoi? La mauvaise compagnie, peut-être peut te faire changer tes habitudes. Oui. Tu quittes du bien en mal. Donc, au lieu d'être mal accompagné, il est parfois mieux d'être seul. Voici la nouvelle année scolaire qui va démarrer. Est-ce qu'on s'est déjà fixé les objectifs? Oui. D'abord, il y a le probatoire qui arrive. Premier objectif. On doit l'obtenir. Avoir de bonnes notes. Être première de la classe. Bien sûr. Et ça, c'est souvent évident. D'avoir de bonnes notes, être première de la classe. Ça procure une joie immense. Tu l'as souvent été? Toujours. Ah, toujours. Il y a cet élève, cette camarade ou bien ce camarade qui régulièrement fait la concurrence avec depuis plusieurs années. Oui. D'accord. Il s'en sort pas. Hein. Ah, la deuxième place, c'est pas. À part une fois qu'elle m'a devancé. Une seule fois. D'accord. Généralement, ce sont les filles qui tiennent les rênes désormais dans les salles de classe. Et ça, c'est important. Le chien est toujours à la maison. J'achète son petit nom, le petit chien. On a Ronnie. Ronnie est toujours là, il va bien? Il va bien. D'accord. Je dois avouer qu'avec des mots simples, tu décris les réalités qui nous entourent. Tu parles avec beaucoup de sincérité. Je crois que à l'âge que tu avais en classe de quatrième, il y avait toujours cette, je ne veux pas dire naïveté, mais ce côté enfantin pur, ce pur côté qui a fait en sorte que tu dises des choses telles que tu les penses. Est-ce que s'il y a un texte que tu préfères, y a-t-il un texte que tu préfères de tout ce que tu écris? Oui. Lequel? Lettre à l'Égypte. Lettre à l'Égypte. D'accord. C'est vrai que c'était vers la fin, je pense bien. Alors, globalement, comment tu... D'abord, où est-ce que tu écris Lettre à l'Égypte? Comment tu écris Lettre à l'Égypte? À quel moment tu te dis il faut écrire une lettre à l'Égypte? À partir du moment où j'ai fait beaucoup de recherches dessus. Beaucoup de recherches. Et là, maintenant, tu as obtenu des résultats. Le texte est disponible partout. Pourquoi est-ce que les jeunes de ton âge, pourquoi est-ce que les adultes devraient le lire? Pourquoi on devrait lire ce que tu écris? Pour qu'il soit aussi emporté dans le monde. S'il fallait dire quelque chose aux aînés, et peut-être à ceux qui ont ton âge qui t'écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Bon, je leur dirais de faire un effort, un tout petit peu, de prendre un livre, ne serait-ce que pour 5 minutes, au moins lire la première page. Oui.
Faites-vous violence. Au moins 2 pages par jour. Au bout d'une semaine, on aura combien de pages? Si on a 7 jours, on aura 14 pages de lu. Et peut-être à la fin du mois, on aura terminé le livre. On va finir par ce poème, la fin. Pourquoi y a-t-il une fin à toute chose? Pourquoi ce mot? Pourquoi cela? Pourquoi doit-il y avoir une fin? Est-ce que finalement, après le poème, on a trouvé une réponse? Pourquoi il y a une fin à toute chose? Je me dis que c'est le cours de la vie. Il doit y avoir fin à toute chose. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Tout a un début et tout a une fin, un peu comme cet entretien. J'étais très heureux de te recevoir. On va dire simplement à ceux qui nous ont écoutés ce soir d'aller chercher le livre qui est disponible aux éditions Efriquet à Libérer les peuples noirs dans tous les coins quand même de Yaoundé, de la ville. Je m'avais te souhaité d'abord bonne suite. Merci. Parce que j'imagine bien que tu as encore beaucoup de choses à donner dans le monde d'abord de la poésie, de la littérature en général. Est-ce qu'on veut ressembler à une autrice, un poète, quelqu'un en particulier qui vous marque au niveau de l'univers des écrits? Bon, À la part papa, seule bien sûr. personne à qui je veux ressembler, c'est papa. Personne d'autre. Personne d'autre? Non. D'accord, ça c'est bien. Sarah Florence Égypte, merci d'être passée à la radio. Bonne suite. Ce qui est sûr, c'est que comme on le disait au début de l'émission, les génies n'ont pas d'âge. Lorsqu'on est un génie, cela implique également de grosses responsabilités. Malheureusement, tu ne peux plus faire les choses de façon ordinaire parce qu'on imagine qu'à l'établissement, on te regarde de façon différente. Et donc, d'énormes responsabilités. Donc, aussi, il faut faire mieux que tout le monde. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Merci. Allez, bonne suite. Non, toujours mon